c'est ce festival du film arabe de Famek. Alors, je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Voilà, boum. Et normalement, Charles, tu me confirmeras, tu devrais voir le plan, le titre On voit de bien. partie. Voilà, bon. Donc, ou comment une action éducative et culturelle peut aménager un territoire républicain. J'avais pensé à un autre titre, ou comment on peut gagner un territoire à la République, en référence à ce fameux ouvrage, vous savez, Les territoires perdus de la République. Voilà, c'est un territoire qui est gagné. Youpi, puisqu'au fond c'est festif, aujourd'hui on fête la séparation des églises et de l'État, alors et on a aussi des raisons d'espérer. Hein, ne sombrons pas toujours dans la morosité. Donc laissez-moi vous emmener en Lorraine, en Moselle, dans la vallée de la Fensch. J'ai envie de dire mes chéris, pour ceux qui connaissent cette belle chanson de Bernard Lavilliers. La vallée de la Fensch, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Donc dans un bassin sidérurgique qui a été si bien chanté par Lavilliers, précisément à Famek, dont le festival du film arabe est emblématique de la conception de la laïcité défendue par la Ligue de l'enseignement depuis la fin des années 80. Alors vous avez vu, je prends des risques quand même, hein, parce que là, il n'y a que des ligueurs, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Donc, de quelle conception de la laïcité parle-t-on? Les associations d'éducation populaire laïque prônent l'apprentissage de la vie dans la communauté française. J'ai bien dit la communauté française, autour des valeurs et principes de la République, un apprentissage par l'expérience de la mixité socio-culturelle, par la mise en activité, le partage de moments de vie quotidienne et le dialogue. Il s'agit d'un patient apprentissage de, là aussi je prends des risques, la culture française, humaniste, démocratique et républicaine. Il faut, bien sûr, aux diversités dont parlait Jean-François tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a eu un colloque sur la manière dont on pouvait concilier les deux l'an passé, qui était animé, auquel j'ai participé d'ailleurs. Ce patient apprentissage de la culture française, humaniste, démocratique et républicaine, implique non une ouverture à des droits différents ou supplémentaires pour les divers groupes socioculturels, ça c'est clair, mais une ouverture quand même, et le mot ouverture a été aussi prononcé par Jean-François tout à l'heure, à l'expression d'identités culturelles variées dans un esprit de tolérance mutuelle, dans le cadre d'activités qui ne cherchent pas à satisfaire les communautarismes, mais visent à faire société. J'irais même jusqu'à parler d'unité nationale en essayant de le débarrasser de la notion, la connotation nationaliste qu'elle pourrait avoir. Mais la notion de nation, vous le savez bien, n'appartient pas à l'extrême droite. En 1990, la création du Festival du film arabe de Famek est symptomatique de ce positionnement idéologique. Elle s'opère au même moment où le système éducatif se démocratise dans le secondaire. Et oui, c'est une démocratisation plutôt lente, hein, et tente d'apporter une réponse à la diversité, comme on dit à l'époque, du public scolaire, dans un contexte sociopolitique marqué par la montée du racisme, de l'antisémitisme et par l'émergence de la politique de la ville. L'histoire du festival est en premier lieu liée au contexte socio-économique de Famek. En 1960, afin de faire face aux difficultés de logement des migrants venus travailler dans les usines sidérurgiques de la vallée de la Fensch, une ZUP est implantée dans le petit hameau de Rémelange, qui compte à l'époque 500 habitants. Ce quartier va devenir la dorsale d'une cité dortoir, tenez-vous bien, dont le nombre dépasse 15 000 habitants en un temps record. En 1967, un centre social y est créé, vous l'avez sous les yeux, à l'initiative d'une association qui bénéficie du soutien de la mairie socialiste. Le quartier sera d'emblée classé ZEP, ZUS, quartier prioritaire de la politique de la ville.
FAMEC compte aujourd'hui parmi les 15 villes qui sont choisies par le ministère de l'Intérieur pour tester le dispositif zone de sécurité prioritaire. À la suite des attentats de 2015 qu'on a évoqués tout à l'heure, elle accueille l'une des 25 nouvelles antennes de renseignement déployées par la gendarmerie nationale dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que je vous parlais de territoires qu'il faut gagner à la République. Bien. Dans le quartier de Rémelange, où se situe précisément le festival, le taux d'emploi, je vous demande pardon, il va y avoir des chiffres, mais il y a une démonstration. Le taux d'emploi n'atteint que 41% de la population en âge de travailler, contre 65% en France. La population de nationalité étrangère y est particulièrement touchée par le chômage, avec un taux d'emploi de seulement 16%. On ne s'étonnera donc pas si les établissements scolaires accueillent 70% d'enfants issus d'un milieu social défavorisé. Le taux de pauvreté y est 3 fois plus important que sur toute la France. C'est dans ce contexte qu'a été créé le Festival du film arabe par Mario Djoubelli. Alors là, j'ai l'impression que j'ai mon bandeau qui vous cache la diapo. Mario Djoubelli, qui est un prêtre ouvrier, concierge au centre social. Et René Cahin, qui quant à lui est un militant laïque à la Ligue de l'enseignement de Moselle. Il est aussi dans diverses associations, notamment les Éclaireurs de France, et puis au conseil d'administration de la Ligue des droits de l'homme. Et ils sont assistés tous les deux par un petit jeune instituteur détaché qui aujourd'hui a fait carrière, qui se trouve du côté de la Normandie, qui s'appelle Denis Darrois, et qui est à l'époque directeur du service audiovisuel de la Ligue de Moselle. Bien. C'est dans un esprit d'ouverture que les fondateurs du festival ont eu pour objectif l'intégration des migrants et la socialisation des populations issues de l'immigration, en leur offrant la possibilité de découvrir ou de redécouvrir leur pays d'origine au moyen du cinéma, tout en promouvant les valeurs et pratiques qui sont au cœur de la culture laïque, notamment l'exercice du débat dans le respect des libertés de conscience et d'expression. Alors ça, j'espère que ça plaira à Jean-François Chanet, parce que j'ai envie de dire que le Festival de film arabe de FAMEC, c'est une petite patrie. Bien. L'analyse des grands prix du festival, je vous ai montré, je crois, montre ainsi une très nette valorisation des films défendant les droits humains. Vous voyez ici Ayam Nojoub, dont on peut lire aussi le livre, qui raconte comment une enfant de 10 ans, malheureusement, subit un mariage forcé et bien d'autres choses absolument abominables. Autant dire que ce combat pour la promotion des valeurs humanistes, démocratiques et républicaines est une véritable gageure dans un bassin d'emploi qui a accueilli plusieurs milliers de travailleurs immigrés pour ensuite être durement touchés par les fermetures des mines et des usines sidérurgiques. La fermeture en 2011 à Hayange des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en est un bien triste symbole. Dans ce contexte socio-économique particulièrement difficile, le Festival du film arabe est un bel exemple de la manière dont on peut lutter contre le délitement social au moyen de leviers culturels. Entre autres, on va voir que c'est tous azimuts. Dans le cadre de plusieurs observations de terrain que j'ai faites, alors il se trouve que j'y vais moi depuis sa création, mais j'ai fait des observations sociologiques en bonne et due forme en 2017-2018, juste avant la Covid. On peut voir 2 grands axes de lecture: la lutte contre les inégalités d'accès à la culture et l'apprentissage du vivre ensemble par la pratique de la mixité générationnelle, sociale et culturelle. Concernant ces diverses formes de mixité, si les séances programmées en matinée ne bénéficient pas d'une grande affluence et sont plutôt fréquentées par les jurys et professionnels, les programmes du soir et du week-end, de même que les nombreux espaces de rencontre, je vous en ai mis un là, destinés à créer du lien durant les temps interstitiels, accueillent un public d'une grande diversité. Le centre social propose aux festivaliers de nombreux événements
conférences, expositions, librairies, ainsi que des espaces de restauration, le plaisir d'essence, qui sont autant de lieux d'échange et de partage. Ah, par exemple, vous pouvez, pour 11 € avoir un film et un couscous ou un tagine. C'est quand même mieux que d'aller dans un multiplex et puis de prendre un McDo. Hein. Et le prix de la place est à 4 €, alors que la moyenne du ticket en France est de 6,50 €. On a une grande salle de restauration en forme de cantine populaire. Je pourrais ici zoomer, m'attarder pour vous montrer qu'il y a une véritable mixité sociale et culturelle et générationnelle, mais je voudrais vous montrer quelques films en fin de séance. Bien. On a aussi un salon de thé oriental et une buvette située en extérieur, sur la frange dans laquelle la vie du festival et la vie de la cité s'interpénètrent. Les habitants du quartier, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de toutes catégories sociales, culturelles, y croisent les autres festivaliers venus principalement de la région, ainsi que les professionnels du cinéma du pays qui est valorisé. Chaque année, vous avez un pays à l'honneur, Algérie. Alors, ce sont des pays du Middle East, North Africa. Ce n'est pas le festival du film arabe. Le mot arabe a été emprunté malheureusement dans les années 90, mais on est plutôt sur le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Bien. C'est la raison pour laquelle le festival accueille aujourd'hui entre 7 000 et 8 000 spectateurs. Le travail que fait maintenant la directrice Majou Magalfoot pérennise l'action de Mario Giubelli et de René Cain. Et on a pas moins de 15 000 festivaliers. C'est des gens qui ne viennent pas voir les films, mais qui viennent manger un couscous. Concernant la lutte contre les inégalités, et tout d'abord en matière d'inégalités géographiques, le festival couvre un territoire plus important que Famec. Hein, on a bien sûr la salle centrale de Famec, mais on a aussi Cérémont-Gersange, Florange, 2 cités dortoirs qui jouxtent Famec, puis ça s'étend jusqu'à Folquemont, Sarreguemines, Ars-sur-Moselle, pour finalement commencer à se décentraliser sur toute la Lorraine. Aujourd'hui, il y a quelques séances à Pont-à-Mousson, Nancy ou Épinal. Alors, outre cette dimension d'aménagement culturel d'un territoire, le festival mène aussi une politique à l'intention de la jeunesse au moyen de plusieurs dispositifs. On a un prix du jeune public. On a aussi, et là j'ai une diapo qui va vous le montrer, un dispositif formidable qui s'appelle Ciné Petit Déj et Ciné Goûter. Alors le Ciné Petit Déj, c'est le dimanche matin. Vous avez pour 3 € un film et un petit déj. Et l'après-midi, le mercredi, vous avez un film et un ciné goûter. En moyenne, donc je vous le disais tout à l'heure, on a des films à tarif réduit pour 4 €, au lieu de 6,38 en moyenne en France. Et les films du mercredi, dans le cadre de sorties pédagogiques, sont même gratuits. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sortent les enfants au festival, les centres aérés aussi, et là, on a la gratuité complète. Alors là, on est vraiment dans le cadre de séances populaires et familiales au sens sociologique, dans les ciné-goûter, les ciné-petits-déj. J'ai eu l'occasion d'observer plusieurs de ces séances pour les documenter. J'ai pris des photos, alors j'ai même pris des croquis, des dessins, pour bien avoir une idée de la salle. Là, par exemple, je vous montre une image d'un ciné-goûter. Et ce sont des séances qui sont familiales, essentiellement fréquentées par les mamans, les grands-mamans, très peu d'hommes, et puis bien sûr les enfants et les petits-enfants, originaires principalement du Maghreb. Et c'est dans ces séances qu'on trouvera le plus de femmes qui portent le voile. Et ça présente un intérêt, si vous voulez, en termes justement de politique d'intégration. En matière de programmation, le festival a aussi comme point d'orgue des séances organisées avec des réalisateurs, des conférenciers, notamment le samedi soir. On a des interventions de Benjamin Stora sur l'immigration italienne. Et là, on a des séances qui sont véritablement mixtes socialement. Bien. Donc, j'en reviens à ma problématique initiale concernant
la laïcité et je vais me risquer à une comparaison, donc enregistrement ou pas enregistrement, à savoir que j'ai fait une comparaison entre deux communes qui sont toutes les deux de la vallée de la Fensch. Il y en a une, c'est Hayange, l'autre, c'est Famec, dont je viens de vous parler. Alors, ces deux communes ont connu la même histoire de désindustrialisation et ces deux communes ont connu aussi la même histoire de peuplement de migrants dont les profils sont sensiblement les mêmes. Bien. À la différence que du côté de Hayange, la politique culturelle et éducative n'a pas du tout été la même qu'à Famec. Alors, cette comparaison, si vous voulez, c'est un peu prenez une souris, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça ne vous donne pas la même souris. Hein. Et donc là, en l'occurrence, je vous donne quelques chiffres quand même, vous le voyez sur cette diapositive qui est un peu compliquée à lire, mais c'est aussi pour fonder mon raisonnement, si vous le voulez bien. Donc, les voici. Je me risque à la comparaison à propos de ces deux agglomérations. Les données livrées par le ministère de l'Emploi, par le ministère de l'Intérieur, hein, disent ceci. Dans le quartier populaire de Rémelange, la part des demandeurs d'emploi chez les jeunes est nettement moins importante que dans la commune. On a moins de demandeurs d'emploi à Rémelange que dans la commune, dans le quartier de Rémelange, celui dont je vous parlais tout à l'heure, que dans la commune de Famec. On est à 12%, sur la commune à 14%, et dans le Val de Fensch à 20%. Et même dans le Grand Est, par exemple ici, moi je vous parle de Troyes, il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est plus important que dans le quartier dont on vous parle. Les violences gratuites, ils sont 2 fois moins importantes qu'à Hayange, les actes de vandalisme 6 fois moins nombreux. Alors dans le premier cas, vous avez depuis les années 80 une politique socioculturelle menée de concert par les divers acteurs de la société civile, des collectivités locales et territoriales, des divers services de l'État. Donc ça dépasse le cadre du festival de Famec, mais c'est une action tous azimuts. Et dans le second cas, vous avez une vie culturelle qui est moribonde. Le basculement en 2014 de la mairie aux mains du Rassemblement national n'étant qu'un symptôme en fait de cette chronique d'une mort socio-économique annoncée. Dans cette perspective, le choix au début des années 70 d'implanter à Famec un centre social au cœur de la cité, tandis qu'à la même époque à Hayange, il a été fait le choix d'ouvrir un centre social, mais dans la périphérie, vous savez, dans une forme de ghettoisation, est véritablement signifiant de choix politiques dont on peut voir aujourd'hui les effets dévastateurs dans un cas, et puis très positif de l'autre. Alors, la clé de voûte quand même de cette politique n'est pas culturelle, hein, c'est l'école. L'école au centre du village. Nous mettons l'école au centre du village. La politique éducative qui est menée dans les établissements scolaires de Famec et par les associations d'éducation populaire. Hein, on voit ici que la scolarisation des enfants de Famec en général et du quartier de Rémelange en particulier est réussie au regard des autres communes du Val de Fensch. En 2015, les résultats au brevet des collèges, ils sont supérieurs, 90% de réussite, 89% pardon, à ceux des autres communes, 82% de réussite. La même année, on a un peu plus de 5% des enfants de la commune qui sont orientés en lycée pro, contre 14% pour le Val de Fensch. Alors évidemment, là, il y a une connotation négative qui ne me plaît pas, mais malgré tout, je donne ces chiffres. L'implantation de nombreux établissements scolaires, 8 maternelles, 4 primaires, 1 collège, 2 lycées et du centre social ont sans aucun doute eu des effets très positifs sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et le Festival du film arabe, qui mobilise des employés permanents du centre social
des employés temporaires et bénévoles s'inscrit dans une logique de formation qui est très, très intéressante concernant, je dirais, la qualité du tissu économique et social de FAMEC, à savoir qu'aujourd'hui, la plupart des emplois sont dans le tertiaire et donc dans les métiers de service. Ou alors, les emplois sont d'ailleurs à l'extérieur de la Moselle, c'est-à-dire que les jeunes vont trouver des emplois au Luxembourg. Donc, si vous voulez, dans le bassin d'emploi local, c'est bien le tertiaire qui se développe. Et dans ce cadre-là, le Festival du film arabe est très, très bien et très intéressant pour les stages et puis pour développer aussi les métiers dans le domaine de la médiation culturelle. Bien, alors si vous voulez bien, j'en ai fini concernant cette étude de cas qui nous a, je dirais, placé dans une configuration beaucoup plus actuelle. Et si vous voulez bien en débattre avec moi, je serais très heureux. Libre. Ça va, mon ami Charles, on respecte le temps qui nous est imparti. Oui, 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 c'est très bien. Bon. Et nous aurons du temps pour visionner un certain nombre de choses tout à Oui. l'heure. Oui. Et c'était bien de mettre à l'honneur le festival avec des résultats sociaux et culturels que tu as dit, bien entendu. Oui, justement sur ce point, j'interviendrai volontiers un instant parce que je pense que ça nous a tous, cette comparaison des statistiques ne pouvait pas ne pas nous rappeler Hugo, Victor Hugo. En autant de déconstruction, il est parfois de bon ton au fond, de critiquer cette vieille morale hugolienne et cette foi en l'école, comme si à elle seule, l'école pouvait suffire à corriger les maux de la société. Nous avons perdu cette illusion, mais faut-il pour autant renoncer? Je ne crois pas, pas plus que mon maître Maurice Agulon, qui dans un très bel article, malheureusement pas repris dans les volumes d'histoire vagabonde, donc assez difficile à trouver, mais un très bel article sur Victor Hugo et l'école, rappelez ces choses. On sait, nous avons dû apprendre qu'un fort enseignement primaire n'a pas supprimé les injustices économiques de la société globale, bien sûr, et que les progrès supposés de l'esprit critique n'ont pas tari la source des croyances diverses, y compris les plus irrationnelles, ni des fanatismes. Mais pour autant, on peut vérifier sur ce cas précis, et il est très documenté, et il faut remercier Pascal de l'avoir documenté aussi bien. On peut constater quand même une influence, et ça doit nous mettre en garde contre la tendance à déprécier, à perdre foi dans ce qui a été considéré comme premier à un moment. Au nom, quelquefois, du rejet d'une vieille morale, peut-être en effet un peu désuète, mais enfin, qui en son temps a été fondamentale. Dans cet article, Maurice Agulon rappelait que pour répandre l'idée que la prostituée n'est pas d'abord l'instrument et la complice du vice, mais une victime, une personne et une victime, qui a plus fait que le personnage de Fantine, etc. Et on pourrait citer d'autres exemples. Donc, oui, je crois qu'on a là une justification de plus, et qui suffirait d'ailleurs à montrer la pertinence d'avoir proposé ce thème, et la manière dont l'a traité Pascal n'a fait que nous le confirmer. Je me permets d'intervenir pour préciser effectivement que cette idée, je l'ai eue tardivement, parce que j'ai beaucoup écrit sur le festival de FAMEC, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur les retombées économiques
de la culture. Alors ça, c'est un marronnier. Mais alors, vous faites de la culture, mais alors, ça ne sert à rien. Bien. Et donc, je me suis mis comme pour défi de démontrer qu'il y avait des retombées sociales, économiques, etc. Force de chiffres, voyez-vous. La plupart du temps, dans ces colloques, les retombées économiques, c'est l'hôtellerie. Alors, il y a un festival, donc il y a de l'hôtellerie, donc ça fait, il y a le boucher du coin qui a un peu plus de travail, etc. Ce qui est très bien, ce qui est très bien. Mais comment évalue-t-on les retombées socio-économiques? Parce que quand on a 6 actes de vandalisme de moins, on a bien là aussi des conséquences bien concrètes sur la vie sociale et économique du territoire. Hein, voilà. Donc merci d'avoir bien noté cela, et puis je ne commenterai pas effectivement, je pensais à Victor Hugo quand je faisais la peinture sociale du quartier, et je me suis auto-censuré. Je préférais pas le citer au moment où mais j'y pensais. Lancer un festival, c'est fermer une prison, alors. Bien sûr, et d'ailleurs, ça me permettra, il y a Arnaud qui veut parler, de rebondir sur 2 conceptions de l'éducation, une qui protège et l'autre qui prend des risques et émancipe. Et donc, effectivement, on a bien là quelque chose qui est à réfléchir, effectivement. Mais je vois qu'il y a Arnaud qui lève la main. Oui, avant tout, merci Pascal de cette magnifique monographie qui m'a fait redécouvrir le festival de Famec, en fait. Et je pense que dans le contexte actuel, ce travail, il est précieux parce qu'on on est globalement dans un contexte à l'heure actuelle, il faut bien mesurer que dès qu'on marque une ambition, en plus là, nommément autour de quelque chose qui aurait trait aux cultures qui sont plus ou moins connectées à l'islam, on rentre tout de suite sur un terrain qui est extrêmement miné politiquement. Et je le vois pas mal en ce moment, notamment parce que j'ai l'occasion de discuter avec la CNAF justement de ce qu'il en serait des pratiques culturelles dans les centres sociaux. Et il me semble extrêmement intéressant que tu donnes à voir que finalement, ce n'est pas qu'une incantation un peu idéaliste, pour prolonger ce que disait Jean-François, de se dire on a encore la possibilité dans ces territoires-là de proposer quelque chose qui assume à la fois quelque chose qu'on appellerait maintenant peut-être de l'ordre des droits culturels, c'est-à-dire on valorise des cultures, et dont la finalité est de les inclure dans la communauté nationale républicaine. Et que ça se réalise, y compris par cette possibilité, moi je trouve assez extraordinairement réussie, de rencontre, de mixité des publics et de travail, de valorisation de ces cultures-là. Alors, moi j'aurais peut-être une petite question connexe, toi qui suis le festival depuis le début, c'est quel travail est fait autour des films? On voit bien qu'on a une programmation qui est plus, j'allais dire, un parti pris culturel, de donner à voir des productions culturelles d'autres pays, d'autres zones géographiques. On est assez loin du cinéma éducateur de l'entre-deux-guerres que nous présentez, qui était, j'allais dire, un cinéma à message. Mais est-ce que, du coup, dans ce festival-là, il y a aussi quelque chose, j'imagine, dans la programmation, qui porte aussi un message? Ce n'est pas juste le fait d'ouvrir le cinéma à des publics et de faire un peu de mixité qui amène aussi j'allais dire une plus-value culturelle probablement, mais voilà, je sais pas, est-ce que tu aurais une lecture, toi, sur le travail qui est fait autour de la programmation, des débats qui peuvent avoir lieu autour, et je sais pas, est-ce qu'il y a une marque là particulière dans ce festival-là? Merci pour cette question. Alors, d'abord, les organisateurs du festival de longue date ont la tête dans le guidon. Et donc, on ne pourrait pas exprimer exactement ce qu'ils font. Et c'est vrai que la position du chercheur est intéressante parce qu'elle permet de prendre un peu de distance et puis d'essayer de donner des lignes telles que tu les demandes, par exemple, là. Ensuite, après, pour éviter de tomber dans les goûts de chacun, il faut effectivement prendre les programmations et les superposer. Alors, c'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure en disant que c'était une programmation droit de l'homiste, et notamment par rapport au palmarès. Quand on regarde les films qui sont primés, ce sont des films qui sont globalement droit de l'homiste. Et puis tout à l'heure, dans une seconde partie, j'égratignerai cette programmation pour montrer que d'une certaine manière, elle plaît à un certain public européen, occidental, mais qu'elle n'est pas forcément ensuite montrée ailleurs, dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ce n'est pas, pour pas tomber dans la géographie du festival de Famec, une programmation qui plaît aux petits bourgeois,
au bobo qui vient de Metz et puis qui finalement va voir des films droits de l'hommiste, et qu'au fond, cette programmation ne va pas toucher en réalité les milieux populaires. C'est parce qu'on a des séances qui sont segmentées ou qui sont mixtes, et dans les séances mixtes, dans quelle mesure le message de promotion des droits de l'homme passe dans les milieux populaires, eh bien, ça, on ne sait pas le mesurer. Pourtant, on a commencé à faire des entretiens, Arnaud. C'est-à-dire que j'ai une étudiante qui, pendant 2 festivals, a interviewé des gens du coin qui sont dans les cités, etc., pour voir dans quelle mesure il y a cette pénétration-là. Voilà. Bon. Donc, c'est une bonne question dont on n'a pas la réponse. Voilà. Ensuite, sur l'action éducative de l'éducation à l'image ou à l'éducation civique, parce que toute éducation à est aussi une éducation par, et réciproquement. On a des séances spéciales qui sont en relation avec école et cinéma. C'est-à-dire que les enfants de FAMEC ont l'habitude d'aller au cinéma, et lorsqu'il y a le festival, on met les petits plats dans les grands, parce qu'en plus d'aller au cinéma tous les mercredis, on va manger un goûter. Donc ça, c'est très sympa. Et dans ce cadre-là, il y a bien de l'éducation à l'image. Et puis, pour les adultes, ça s'opère par des conférences, par des tables rondes, par de l'échange, parce que dans la grande tradition des ciné-clubs, dans le sens où il y a débat, il y a véritablement une socialisation et des conversations qui s'opèrent au salon de thé.